Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Grand changement quand même, il travaille toute la matinée, il déjeune en famille et l'après-midi il va chercher Juliette et il se promène dans l'île ou bien quand il fait mauvais il travaille chez elle. Adèle accepte. Adèle accepte parce qu'elle ne peut pas faire autrement et puis elle commence par être touchée par cette fidélité exemplaire de cette femme, de cette Juliette Drouet qu'elle a détestée mais pour laquelle elle a maintenant de l'indulgence. Hugo n'est plus l'amant de Juliette. Elle s'est laissée vieillir, elle s'est épaissie, ses cheveux sont gris, on croirait une chanson d'Aznavour, ils ne connaissent plus le coiffeur depuis longtemps, elle s'habille sans recherche, il ne désire plus Juliette. Alors, ces fièvres sensuelles, nous savons comment il les assouvit avec une servante. Oui, Juliette le sait, Adèle le sait, puisque c'est elle qui recrute les servantes, on les recrute dans l'île ou bien on les fait venir de Normandie. Ce sont des jeunes filles ou des jeunes femmes, la plupart du temps illettrées, qui sont là pour manger, parce que quand on se met en service à cette époque-là, ce n'est pas pour le salaire, on les paye 15 francs par mois, mais c'est bien pour manger, on mange bien chez les maîtres. Alors disons-le franchement, moi qui aime tant Hugo, je trouve ça assez sordide, parce que cet homme qui est le patron et qui dit à ses filles qui dépendent totalement de lui, eh bien ma petite, demain matin je vous rendrai visite dans votre chambre quand nous nous réveillerons tous les deux, et elles ne peuvent pas dire non, alors c'est pas grandiose, c'est pas glorieux, c'est pas Hugo. Il y en a qui ont dit non, et qui n'ont pas été renvoyés. Mais les autres ne savaient pas qu'elles n'avaient pas été renvoyées. Alors, ceux qui défendent Hugo, les idolâtres, on va dire, oui, mais certaines sont ravies. Et on en a même des lettres, c'est vrai. Il y en a une qui écrit à Hugo « Je vous aime profondément ». Il y en a une autre qui vient l'embrasser sur le front quand il dort. C'est possible, elles sont éblouies. Et puis surtout, il est bon. Tout le monde sait que sa courtoisie est extrême. Il leur parle comme à de grandes dames. Mais quand même, je répète, c'est pas l'épisode le plus glorieux de la vie de Victor Hugo. Ce qui compte là, à Guernesey, c'est surtout son œuvre. Ce qui compte, c'est que là, à Guernesey, il va écrire la légende des siècles. Et c'est là, à Guernesey, qu'il va terminer Les Misérables. C'est là, à Guernesey, qu'il va écrire Les Travailleurs de la mer. C'est que là, à Guernesey, il va écrire L'Homme qui rit. Guernesey, c'est la partie la plus importante de son œuvre. Alors remercions Guernesey, et je dirais même remercions Napoléon III. Bravo, monsieur Napoléon III, d'avoir exilé monsieur Hugo. Il n'est pas sûr que s'il était resté à Paris, il aurait écrit tout ça. Et il aurait manqué à la France un certain nombre de chefs-d'œuvre inoubliables. Il a achevé Les Misérables, il a écrit les dernières pages quand il était à Waterloo avec Juliette. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas fini d'écrire la bataille de Waterloo et qu'il voulait l'écrire à Waterloo. Et c'est de Waterloo qu'il a envoyé à ses disciples et amis, Auguste Vacquerie et Paul Meurice, une lettre triomphale « Les Misérables sont finis ». Et le roman est paru en France. Et jamais, jamais dans l'histoire de la littérature française, on n'a rencontré un tel succès. On faisait des queues aux portes des libraires. C'était le délire. La France entière lisait Les Misérables. On les lisait et on les relisait. Et pour une fois, la presse les lirait. Il y avait encore, c'est vrai, quelques vieux revanchards qui considéraient que c'était un roman impie, impudique, parce qu'il était question d'une prostituée. Mais en fait, le public français négligeait ces vieux grognards de la version anti-hugolienne. Et Les Misérables est vraiment le roman que les Français ont adopté comme le roman français par excellence. On l'a lu et relu, on le lira toujours. Et je vous encourage, évidemment vous, à le lire et le relire, à le voir si vous voulez, à l'entendre, etc., etc. Et c'est à peu près vers cette époque que Madame Victor Hugo, qui avait publié un livre sur son mari, Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie, l'a adressé à Juliette avec cette dédicace à Madame Juliette Drouet, écrit dans l'exil, donné par l'exil, signé Adèle Victor Hugo. Et là, Juliette a cru vivre l'instant de son plus grand bonheur. Elle était reconnue par la famille Hugo. Et même Madame Victor Hugo est venue lui faire visite. C'était le temps où Adèle Hugo était malade, quittait de plus en plus Guernesey, se rendait à Bruxelles souvent, et quand Adèle s'est sentie mourir, elle a demandé que Hugo la rejoigne avec Juliette. Ils étaient là tous les deux, Juliette et Victor, cependant qu'elle a rendu son âme à Dieu. Hugo l'a conduite à la frontière française, il n'était pas question qu'il rentre en France, et il a écrit sur la photographie de celle qui était toujours sa femme, « Chère morte, pardonnez ».
L'année même de sa mort, en 1867, Adèle avait connu un dernier grand bonheur. 1867, c'était l'année de l'exposition universelle à Paris, le monde entier accourant dans la capitale de Napoléon III, et on avait dit à l'empereur « il manquera quelque chose si on ne joue pas une pièce de Victor Hugo à la Comédie Française ». Et Napoléon III, le monstre selon Victor Hugo, a démontré une fois de plus son élégance, puisqu'il avait autorisé la représentation d'Hernani. Et Adèle s'était rendue à Paris, à la Comédie Française, et avait assisté au triomphe d'Hernani. Ça avait été une manifestation délirante. On avait acclamé la pièce, et à travers la pièce, et on acclamait encore, dehors très tard dans la nuit, de jeunes gens couraient dans le quartier en criant « Vive Victor Hugo, vive Hernani !» parce qu'à travers la pièce, on acclamait l'auteur, et à travers l'auteur, on acclamait l'ennemi de Napoléon III. Parce que cet homme, seul sur son rocher, continuait à écrire, à attaquer avec une férocité qui ne cessait pas l'usurpateur du pouvoir, l'assassin du 2 décembre. Et même s'il était injuste, eh bien ça portait. Et ceux qui le lisaient maintenant, c'était la jeunesse des lycées, des universités. Et ceux qui le lisaient adoptaient peu à peu l'image que Victor Hugo, de ses propres mains, et délibérément avait forgée de Napoléon III, c'est-à-dire un tyran sanguinaire. Et ces jeunes gens qui grandissaient seront la génération de la Troisième République. C'est Hugo, un homme seul qui par son souffle torrentiel a mis au monde la génération qui chassera Napoléon III du pouvoir. Il aurait pu rentrer depuis longtemps, Hugo, parce que Napoléon III avait amnistié tous les exilés. Mais alors que presque tous étaient rentrés, il s'y était refusé, il avait dit qu'il ne rentrerait que quand Napoléon III en sortirait, d'où le fameux vers « Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là ». Et puis, il y a un bonheur nouveau chez Hugo, son fils Charles s'est marié, il a des petits-enfants, un petit Georges qui est mort tout bébé, il a pleuré, un second qu'on a baptisé Georges pour ressusciter le premier, et une petite fille, Jeanne. Et désormais, il vivra pour Georges et Jeanne, qui illumineront littéralement sa vie. Et voilà qu'en 1870, c'est la guerre. Les premiers combats, les premières défaites. À Sedan, Napoléon III remet son épée au roi de Prusse et à l'annonce de cette humiliation sans précédent, Paris se soulève le 4 septembre, balaye l'Empire et proclame la République. Et Hugo, qui est à Bruxelles, Hugo prend le train le lendemain, il n'a pas perdu une journée avec toute la famille, avec Juliette, et oui, officialisé Juliette. Et quand il approche de Paris, il se dit, mais va-t-on trouver un fiacre à la gare du Nord? Et en fait de fiacre, ce qu'il trouve, c'est 100 000 personnes. Les journaux avaient annoncé le retour de Victor Hugo. 100 000 personnes s'étaient portées à la gare pour l'acclamer, on l'accompagnera. Il faudra 2 heures pour le raccompagner chez son ami Paul Meurice qui l'attend alors que c'est à 500 mètres de là. 2 heures d'acclamation, il fera 3 discours. On veut dételer sa voiture, on veut le porter à l'hôtel de ville pour qu'il prenne la tête du gouvernement, il refuse et c'est l'année terrible, le siège de Paris, il écrira tout cela. L'année terrible, un de ses très beaux livres d'ailleurs, c'est la défaite, l'armistice, le voilà député de Paris à Bordeaux, et là il proteste quand on annonce que la France va céder l'Alsace et la Lorraine. Et parce que les députés n'aiment pas qu'on dénonce les partisans de l'humiliation qu'ils sont devenus, on hurle, on vilipende, on injurie Victor Hugo, il y a même un député qui crie « Faites taire cet homme-là, il ne parle pas français », ce qui est tout de même un peu exagéré. Et il démissionne superbement, adieu messieurs. Et son fils Charles, qu'il aime tendrement, comme il a aimé tendrement tous ses enfants, son fils Charles, qu'il attend pour dîner, n'arrive pas. Un messager, il a été frappé d'une apoplexie foudroyante, il est mort en pleine jeunesse. Désespoir de Hugo qui dit « J'ai déjà perdu Léopoldine, 2 fois c'est trop, pourquoi Dieu m'a-t-il infligé cela ?» Et le voilà qui regagne Paris avec dans le fourgon le cercueil de son fils. Et il est à Paris le 18 mars 1871, c'est le jour de la Commune, et les barricades s'écartent devant le corbillard quand on dit « C'est le corps du fils de Monsieur Victor Hugo ». Il ne va pas approuver la Commune, il sera à Bruxelles. Il n'approuve pas la Commune parce qu'il est légaliste. Il est pour le suffrage universel. Tant que le peuple n'a pas le suffrage universel, alors il a le droit de s'insurger. Mais quand il a le droit de voter, il n'y a plus de raison de prendre les armes, alors il est contre la Commune. Mais quand M. Thiers réprime la Commune de la façon que l'on sait, répression abominable, injustifiable, 30 000 exécutions sur les pavés de Paris, alors Hugo élève sa grande et superbe voix. Lui qui n'avait pas approuvé demande que l'on pardonne, interdit que des Français tuent des Français, et il devient l'homme à abattre, parce que la France profonde, la France conservatrice, la France paysanne est contre la Commune. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire, ce vieil hurluberlu? Alors, il est reparti pour l'étranger, mais qu'il y reste, on n'en veut plus de ce Victor Hugo. Et le voilà qui divorce une fois de plus. Et savez-vous comment il va rentrer en grâce? Encore par son talent. Il écrit un très grand roman, 93, que tout le monde lit. Et on s'est dit, oui, c'est vrai, il dit quelquefois beaucoup de bêtises, ce vieil imbécile, mais il a tout de même beaucoup de génie.
Et quand il publie L'art d'être grand-père, que tous les parents de France vont lire et relire, on va apprendre les poèmes dans les écoles. Jamais un poète n'a si bien parlé de l'enfance, souvenez-vous, Jeanne était au pain sec dans le cabinet noir. Tout le monde connaîtra ça, et la France fond littéralement, et la France pleure, et elle ouvre ses bras de nouveau à son poète. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.